Quelle heure est-il ? 16h46. Mais c'est le moment du bullshitomètre. Comme chaque jour, un expert de marché nous rejoint pour déconstruire une idée reçue, dégonfler des préjugés de marché un peu trop faciles ou les idées à la mode. Aujourd'hui, c'est Céline Picmal-Pratt qui nous accompagne, la présidente de Picmal Houghton Investment. Bonjour Céline. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver. Bonjour Julien. Bonjour Julie. Lully. Tiens, c'est joli comme musique. Julie. La fièvre sur les matières premières est retombée. Le risque de surprise sur les matières premières et leur cours s'amenuit. Vous n'êtes pas d'accord avec cette idée qu'on entend désormais dans le marché. Vous estimez même que cette idée est bullshit. Vous foudroyez cette idée selon laquelle le pire est passé sur les matières premières. Enfin, il faut quand même reconnaître que les choses se sont bien étendues sur les cours. Le pétrole, Céline, a perdu 40% depuis son pic. Le gaz s'échange à ses plus bas niveaux. Même le cuivre, pourtant indispensable à la transition énergétique, même le cuivre a perdu 25% là, en quelques mois à peine. Mais vous dites que cette histoire de tension sur les matières premières n'est pas encore terminée. Tout à fait. Effectivement, je trouve qu'on est extrêmement détendu sur les matières premières en ce début d'année. Et comme début d'année veut dire un peu faire des paris sur ce qui peut surprendre en 2024, mais je pense que les matières premières peuvent faire partie des surprises de 2024. Parce que ce qui est intéressant sur un marché comme celui des matières premières, c'est qu'il peut suffire d'une étincelle pour embraser le marché. Et là, on peut avoir plusieurs étincelles. Tout d'abord, 1% de croissance du PIB en plus, c'est 1,5% de demande pour les matières premières en plus. Deuxièmement, la Chine, on n'en a pas encore parlé depuis le début de l'émission, mais si jamais on avait un peu plus de croissance en Chine, on aurait un peu plus de demande pour les matières premières, sachant que 60% de la demande de cuivre, c'est la Chine, 20% de la demande de pétrole, c'est la Chine. On parlait de Des Moines tout à l'heure et du fait qu'il fait extrêmement froid, mais il fait aussi très froid en Europe. Et quand il fait froid, on consomme plus d'énergie. Et donc là aussi, on peut éventuellement avoir des surprises. Donc la météo peut être une surprise. Et on parlait de Trump à l'instant. On ne sait pas de quoi sera fait 2024 d'un point de vue géopolitique. On a eu 2022 l'Ukraine, 2023 le Moyen-Orient, 2024 on ne sait pas. Donc c'est des étincelles qui peuvent s'embraser. S'il suffisait. Voilà. On va quand même essayer tout de suite de vous rassurer, Céline. L'offre s'est adaptée, l'offre a augmenté. En 2023, les États-Unis représentaient 13% de la production de pétrole mondial, 13% contre 9% en 2017. L'offre augmente ? Tout à fait. C'est vrai qu'effectivement, la grande surprise qui a entraîné une détente sur les marchés pétroliers en 2023, c'est cette augmentation de l'offre qui n'était pas forcément tout à fait anticipée. Mais maintenant, c'est le passé. Quid de l'avenir ? Du côté de l'offre, pour que l'offre augmente, il faut investir. Et ce qui est important à avoir en tête là aussi, c'est que compte tenu du fait qu'on a eu une hausse des taux d'intérêt, compte tenu du fait qu'on anticipe une récession, compte tenu du fait que les prix des matières premières ont baissé, vous pensez bien qu'il n'y a pas eu beaucoup d'acteurs du côté des minières ou des pétrolières qui ont investi massivement en 2023. Donc on ne va pas forcément avoir beaucoup d'augmentation de l'offre en 2024. Deuxième facteur qui est important du côté de l'offre à avoir en tête, c'est qu'effectivement en 2023, on a eu une surprise du côté des gaz de schiste aux États-Unis. Or, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est qu'on a eu une augmentation de la productivité des puits qui a été à peu près de 20%. Et dans le même temps, le nombre de puits qui sont exploités aux États-Unis a baissé de 20%. L'année prochaine, on devrait avoir une augmentation de productivité de 2% aux États-Unis et on va continuer à avoir la baisse du nombre de puits. Donc là, l'équilibre va être un petit peu plus difficile à trouver. Donc, du côté de l'offre, des incertitudes et ça ne va pas être si facile que ça. Mais alors, de toute façon, Céline, la demande, elle va baisser, qu'il y ait une récession ou non. La croissance mondiale économique, elle va être faible en 2024 et la demande des matières premières aussi. Tout à fait. C'est pour ça qu'effectivement, les marchés l'ont anticipé et c'est pour ça que les matières premières ont baissé. Mais oui. Donc, à court terme, oui, on va avoir une pression vendeuse, mais là aussi, il faut regarder un peu plus loin. Et il faut regarder un peu plus loin sur deux axes. D'abord, effectivement, on a l'axe pétrole. Sur le pétrole, ce qui va être compliqué, c'est que 60% de la demande de pétrole est liée au transport. Et là, on sait qu'on va passer à l'électrique. 18% d'électrique aujourd'hui, on va passer à 35% en 2030. Donc ça ne va pas être bon pour le marché du pétrole, de façon structurelle pour la demande, même si, bien entendu, on va avoir des facteurs de rappel. Mais pour, par exemple, des métaux comme le cuivre, dont on parlait tout à l'heure, il faut avoir en tête que quand on passe, pour le coup, au renouvelable, on a sur une voiture électrique 4 fois plus de cuivre que dans une voiture thermique. Et là, ça devient favorable. Et pour revenir sur la Chine,
on s'attend à une multiplication par 4 de la consommation de cuivre par la Chine entre 2020 et 2030. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Agence internationale de l'énergie. Donc une multiplication par 4, ça veut dire plus de demandes dans un marché où, comme je le disais tout à l'heure, l'offre, elle n'a pas forcément beaucoup augmenté. Et là, Julien vient vous casser la baraque. Il vient vous challenger. Céline, Julien, Marion vous interroge. Pas du tout. Non, mais en plus, pour aller dans votre sens, les stocks de métaux ordinaires, ils sont plus bas actuellement que sur le zinc, le cuivre, le nickel, en fait. Voilà, et en fait, c'est un petit peu la problématique. On avait dit qu'on allait la challenger, et voilà, c'est la problématique. Caresse dans le sens parce du poil. qu'effectivement, il y a l'offre, il y a la demande, et puis après, il y a votre niveau de stock. Oui. Et effectivement, même si l'offre augmente un tout petit, si l'offre n'augmente plus, que votre niveau de stock est bas et que la demande surprend, mais effectivement, on se retrouve dans une situation compliquée. Et c'est pour ça qu'on sait d'ores et déjà que quoi qu'il arrive, à horizon 2025-2026, on va être en pénurie de cuivre. Et ça, c'est important. Et il y a une autre matière première dont je n'ai pas parlé, d'ailleurs, dont il me semble important de parler, c'est l'or. Parce que sur l'or, on a la même problématique. Augmentation de la demande. Les réserves de change de la Chine en or sont passées de 1% en or en 2013 à 4% en or en 2023. L'augmentation de l'or de la part des banques centrales, 13 ou 14% l'année dernière. Et pareil, dans le même temps, pas d'exploration d'or. Donc effectivement, on se retrouve dans des situations qui sont assez tendues à moyen terme en termes d'équilibre offre-demande. Julien, vous avez décidé de faire équipe avec Céline, c'est ça? C'est une battle, c'est Julien, Céline contre Guillaume et Julie? Non mais il fallait nous prévenir. Hein. La battle, c'est pas le vendredi. Ah oui, effectivement. C'est pas à 17h30. Céline, si on se base effectivement sur votre scénario, en tout cas qu'on comprend effectivement votre prudence et qu'on en est convaincu, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'investisseur là? Si on se dit, attention, sur les cours des matières premières, la récente détente n'est qu'un répit et les cours pourraient repartir de l'avant, comment est-ce qu'on ajuste son allocation? En tant qu'investisseur, on profite. Il y a des moments où il faut savoir un petit peu aller faire ses courses quand les soldes sont au rendez-vous. Aujourd'hui, ce sont les soldes sur les matières premières, donc profitez-en. On peut acheter des sociétés comme Freeport, qui va être un des leaders mondiaux dans la production du cuivre. Comme je le disais tout à l'heure, on sait qu'on va être en tension sur le marché du cuivre, donc c'est intéressant d'en acheter. Je parlais de l'or tout à l'heure. Vous avez une société comme Barrick Gold, qui est également un des plus beaux fleurons miniers au monde, qui fait à la fois du cuivre et de l'or, qui se traite aujourd'hui avec des valorisations très faibles. On doit être à 10 où on soit les bénéfices. C'est des belles sociétés, c'est des sociétés qui sont construites sur la durée. Et puis aussi, on peut s'intéresser à des sociétés qui font des services miniers. Parce qu'à un moment ou à un autre, on va explorer un peu plus, comme Epiroc, plus proche de chez nous. Et puis des sociétés qui vont faire des services pétroliers, comme Schlumberger aux États-Unis. Donc ça peut être l'occasion pour moi de structurer un portefeuille pour demain sur les matières premières, parce qu'effectivement, on risque d'être dans un environnement plus compliqué. Après, il faut toujours arriver à trouver l'âme. Il y a tellement un choix vaste parmi les matières premières, il faut faire son choix, même si de votre propos, on se dit que le cuivre a un certain potentiel. Tout à fait. Le cuivre, l'or, me semble extrêmement intéressant. Et donc, effectivement, je pense que c'est un moment bien... Idoine, adapté, approprié. Pour y aller. Voilà. Effectivement. Céline Picmal-Pral est la présidente de Picmal Autant.